Une ex-employée affirme que vous auriez dit « Je te ferai en une seconde ». Voici Michael Bloomberg, fondateur de l'une des entreprises les plus prospères au monde, milliardaire, homme extraordinaire et politicien pragmatique. Mais Michael Bloomberg n'a pas débuté ainsi. En fait, lors d'une journée fatidique dans les années 80, Michael Bloomberg est jeté hors de Wall Street avec les ordures, expulsé de l'entreprise pour laquelle il a travaillé, une entreprise à laquelle il a consacré toute sa vie, l'une des plus grandes et des plus tristement célèbres banques d'investissement de Wall Street à l'époque. Pendant 15 longues années, Michael a travaillé d'arrache-pied, se tuant à la tâche pour cette entreprise. Et en un claquement de doigts, tout s'arrête pour lui. Inutile de dire qu'il est blessé et furieux. Personne n'apprécie qu'on lui dise « tu fais partie du passé, pars d'ici », peu importe la somme reçue. C'est un rejet, c'est embarrassant, ça blesse ton ego et tu commences à penser qu'ils ont tort, ce genre de choses, mais ça n'avait pas d'importance qu'ils aient raison ou tort. La réalité, c'est qu'un jour, j'étais là et le lendemain, j'étais dehors. Il doit prendre une décision, il peut tout arrêter et prendre sa retraite, ou il peut tenter le pari le plus risqué de sa vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, Bloomberg dirige un géant de la finance. Ayant commencé dans un bureau d'une seule pièce, aujourd'hui Bloomberg compte 19 000 employés dans 120 pays à travers le monde. Sa propriété de son entreprise fait de lui le 12e homme le plus riche du monde, avec une fortune stupéfiante de 76 milliards de dollars. Son ambition sans limite lui a permis de conquérir ses objectifs les plus élevés avec une précision clinique. Travailler dur augmente vos chances. Sa vie a été des montagnes russes, marquées autant par les scandales que par le succès. Un milliardaire qui traite les femmes de grosses dindes et de lesbiennes à tête de cheval. Et non, je ne parle pas de Donald Trump, je parle du maire Bloomberg. Mike, as-tu déjà eu des rapports sexuels sur Snapchat? Je ne peux pas répondre à cette question. Que tu l'aimes ou que tu le détestes, tu ne peux pas nier qu'il a changé à jamais le visage de Wall Street. Michael Bloomberg. The Bloomberg. 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 Mike Bloomberg. Michael Bloomberg. Michael Bloomberg. Et aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer que je me présente à la présidence pour vaincre Donald Trump et pour unir et reconstruire l'Amérique. Michael est né le jour de la Saint-Valentin, en 1942, à Boston, dans le Massachusetts. Mon père était comptable dans une laiterie à Somerville, Massachusetts, appartenant à une entreprise de New York où ma mère travaillait. Quelqu'un les a présentés. Ils se sont mariés, puis 10 ans après, je suis né. À cette époque, le monde est plongé dans la dévastatrice Seconde Guerre mondiale. L'attaque de Pearl Harbor a mis fin au grand débat américain. L'isolationnisme n'était plus possible. Même ses partisans les plus véhéments pouvaient le voir désormais. Et l'Amérique était enfin unie. Après le bombardement de Pearl Harbor, l'Amérique vient tout juste d'entrer en guerre, tandis que la majorité de l'Europe vit sous la coupe de tyrans sanguinaires. Dans l'économie de guerre, les usines qui fabriquaient autrefois des machines à laver produisent maintenant des balles. La famille juive immigrée de Michael profite d'un refuge sûr en Amérique. Mais mon père était comptable pour une petite laiterie et il travaillait 7 jours sur 7 jusqu'au jour où il s'est fait hospitaliser pour mourir. Et je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'être façonné par ses parents, par leur éthique de travail. Ils ont peu, mais la famille peut compter les uns sur les autres. Mes parents m'ont appris le travail acharné, l'honnêteté et aussi le sens du sacrifice. Dans ce quartier, je pelletais la neige en hiver. Si le chasse-neige la recouvrait, je devais recommencer. Ma mère veillait à ce que ma sœur et moi attendions à la maison que mon père rentre pour le dîner. Nous mangions toujours ensemble en famille et nous faisions le tour de la table pour parler de ce que nous avions fait dans la journée. Et donc, je me souviens qu'on parlait de charité, on collectait pour une cause dans le quartier. J'étais scout et je vendais des couronnes de Noël pour récolter de l'argent pour quelques projets et ma sœur faisait le même genre de choses.
Mais si je regarde en arrière et que je me demande qui a eu le plus d'influence pour mettre ma vie sur la bonne voie, c'était clairement, dans mon cas, mes parents. Mike commence à avoir de l'appétit, rêvant de quelque chose de plus grand et de meilleur pour sa propre vie. Pendant le lycée, il fait des petits boulots pour aider. J'ai travaillé car nous n'avions pas d'argent, c'était le seul moyen de payer les factures. Un de ses emplois consiste à travailler pour une entreprise d'électronique locale. Il aime ce travail et, sur les conseils d'un collègue là-bas, il postule pour le diplôme d'ingénierie électrique à l'université Johns Hopkins. Michael dit qu'il aime occuper un poste de leader et être l'homme important sur le campus. Après avoir pris goût aux fêtes de fraternité et à la débauche alcoolisée, Michael reçoit une nouvelle qui le ramène à la réalité. Le 28 avril 1963, on annonce à Michael que son père est décédé d'une insuffisance cardiaque. Du jour au lendemain, il devient l'homme de la famille. Michael obtient son diplôme en 1964 et s'inscrit immédiatement à la Harvard Business School, le lieu réservé à ceux qui ont assez de talent pour y entrer ou assez de privilèges pour s'y acheter une place. Là-bas, Michael côtoie les héritiers des grands magnats des affaires. Et pour la première fois, il commence à voir la richesse à une échelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Au fond de lui, il nourrit une jalousie envers ceux dont les noms de famille apparaissent dans les journaux. Envers ceux pour qui tout semble si facile. Il obtient finalement son diplôme en 1966 avec un MBA et la même année, il décroche sa première grande opportunité. Il travaille pour l'une des plus grandes banques de Wall Street à l'époque. Le nom de la banque ? Salomon Brothers. Reconnue comme une banque du groupe des Bulge Brackets, c'est-à-dire l'une des principales banques d'investissement de l'époque, elle connaîtra finalement sa propre chute sombre. Mais c'est une histoire pour une autre fois. Avoir un MBA de Harvard n'est pas une mince affaire, surtout dans les années 60. Alors que d'autres diplômés de Harvard décrochent des postes confortables d'analyste et de banquier d'investissement, Michael est surpris de voir sa carrière démarrer dans un endroit surnommé la cage. Un enfer de chambres fortes bancaires sans climatisation et étouffant. Vous voyez, à cette époque, avant l'avènement de l'ère de l'information, même la transaction la plus simple devait être effectuée à la main. Pour chaque prêt que la banque contractait ou accordait, une pauvre âme devait rester assise là, à compter des montagnes d'obligations aux porteurs et de certificats d'action servant de garantie pour les prêts. Cette pauvre âme s'est avérée être Michael. Il passe son été à faire des quarts de 12 heures, travaillant en sous-vêtements à cause de la chaleur, effectuant le travail le plus ennuyeux, répétitif et abrutissant possible. Serrant les dents, il tient bon et après une année à gravir les échelons, il est enfin promu sur le parquet de la bourse. Ceci, mes amis, c'est le cœur battant de Wall Street. Des milliards de dollars qui s'échangent en quelques minutes, des courtiers en sueur qui crient les uns sur les autres, des disputes qui éclatent entre de fortes personnalités. De nos jours, tout est principalement informatisé. Vous pouvez passer un ordre instantané depuis votre téléphone. À l'époque, mais pourtant, si vous vouliez acheter une action, la seule façon était d'appeler un courtier. C'est le chaos, une pure hiérarchie de domination où les chimpanzés se mangent entre eux. Vous laissez votre ordinateur sans surveillance, quelqu'un vole vos transactions. Un collègue découvre le numéro de votre client. Soudainement, Jim veut un nouveau courtier. Rien n'est sacré, rien n'est interdit dans la jungle de Wall Street. Ils entassent des gens hyper compétitifs, côte à côte. Quiconque n'est pas un mâle alpha est poussé dehors. Et ceux qui restent, les vainqueurs, ceux qui non seulement survivent dans cette folie, mais y prospèrent, reçoivent des récompenses dont on ne peut que rêver. Michael devient le nouveau courtier de Salomon et pousse un soupir de soulagement. Son MBA de Harvard ne lui accorde aucun traitement de faveur ici. En fait, c'est même un sujet de moquerie. Chaque erreur qu'il commet, chaque faux pas qu'il fait, ses supérieurs s'abattent durement sur la prima donna de Harvard. Sorti de l'arrière-bureau, il a enfin une véritable opportunité entre les mains, mais le soulagement disparaît rapidement. La pression commence à peser sur ses épaules. À partir de maintenant, l'avenir de sa carrière dans cette entreprise dépend uniquement de ses performances. Michael rejoint les autres traders et devient membre de l'équipe Block Trade à ses débuts.
Mais qu'est-ce qu'une opération de bloc ? Eh bien, imaginez que vous êtes une personne fortunée et que vous avez repéré une action prometteuse et que vous voulez investir massivement. Maintenant, normalement, vous achèteriez des actions sur le marché ouvert. Acheter 1 ou 2 actions n'est pas un problème. Mais que se passerait-il si vous vouliez en acheter 1 million ? Eh bien, il se peut même qu'il n'y ait pas 1 million d'actions disponibles à la vente. Et même s'il y en avait, dès que vous passez un ordre aussi important, cela va submerger le marché et le prix va s'envoler. Alors que faites-vous ? Vous vous éloignez du marché ouvert, vous passez par les ruelles sombres de Wall Street et vous prenez contact avec les dark pools. De nos jours, c'est le trading de blocs est partout, mais à l'époque, c'était une nouveauté. L'équipe de trading de blocs de Michael reçoit immédiatement pour mission de trouver des clients. Sous la tutelle d'un vendeur à la langue bien pendue nommé J. Perry, Michael absorbe l'art de la vente comme une éponge et finit par découvrir qu'il a un don pour ça. Dans ses propres mots, Perry et moi étions une équipe dynamique, capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Si vous vouliez vendre un bloc d'actions, nous aurions même pu convaincre votre conjoint de l'acheter. Il y a un spécialiste solide derrière, disais-je à un acheteur qui n'avait peut-être pas la moindre idée de pourquoi le spécialiste comptait. Achetez ceci et nous vous aiderons à vendre cela comme si l'un ne se faisait pas sans l'autre. J. Perry se retrouvera plus tard impliqué dans une bagarre à l'entreprise et sera expulsé du bureau. Mais pour l'instant, Michael perfectionne sa capacité à vendre sous l'aile de Perry. Un bon vendeur à Wall Street vaut son pesant d'or. À mesure que ses ventes augmentent, il commence à attirer l'attention au sein de Solomon. À tel point qu'un jour, Michael se retrouve au téléphone sur le point de conclure l'une de ses plus grosses transactions. Tout ce qu'il a à faire, c'est convaincre une seule personne. Les mains fébriles, le cœur dans la gorge et le sang battant à ses oreilles. Puis il remarque pour la première fois les associés qui se tiennent derrière lui. Ce sont les grands patrons, les hommes faits de la mafia Salomon. Impressionner ces hommes, c'est la différence entre gravir les échelons ou prendre une balle dans le dos de sa carrière. Les associés ne prononcent pas un mot, aucun encouragement, aucune menace. Ils se rassemblent discrètement et observent. Bloomberg sent leur regard lui transpercer le dos alors qu'ils le regardent en silence. Et Mike fait tout ce qui est en son pouvoir pour conclure l'affaire. Après avoir marchandé, festoyé et un peu supplié, à la fin, il conclut l'affaire. Les associés s'en vont sans dire un mot. Bloomberg sourit. C'est le chouchou, ils le savent, et lui aussi. Avec le succès grandissant de Michael, les récompenses suivent. Son salaire augmente de façon exponentielle et ses collègues lui apprennent comment le dépenser. Ses yeux s'écarquillent devant les frivolités que l'argent peut offrir. Balades en limousine, restaurants chics, excursions de golf, tout y passe. Depuis le début, Michael n'a jamais eu l'intention de rester chez Solomon. Pourtant, il gagne maintenant plus d'argent qu'il n'en a jamais rêvé et profite d'un style de vie presque irréel. Alors, pourquoi partir ? Les jours passent, les mois s'écoulent et les années filent pour le Golden Boy. Son objectif change et il devient totalement concentré sur le fait de devenir associé. À l'âge de 31 ans, 9 ans après avoir commencé à travailler chez Solomon, il y parvient enfin et est nommé associé. Il dirige maintenant la division des valeurs mobilières et des actions. Est-ce qu'il commence à abandonner la mégalomanie pour mener une vie au-dessus de la moyenne en tant qu'associé d'une grande banque ? Votre premier revers, évoqué dans votre livre, aurait eu lieu chez Salmon après le rachat de Solomon. Eh bien, j'ai été licencié après 15 ans. Je vais le laisser le dire. Les gens ont toujours peur de dire ça. Je ne sais pas. Je peux simplement vous dire que ça devrait arriver à chacun d'entre vous. C'était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et parmi toutes les personnes du comité exécutif qui m'ont licencié, malheureusement, l'une d'entre elles n'est plus en vie. Il est mort dans un accident d'avion. Mais les 6 autres sont tous des clients payants. Donc au final, merci beaucoup. Le départ de Michael de l'entreprise arrive comme un poignard dans la nuit. C'est un jour comme les autres. Il prend le métro pour aller au travail, arrive à 7h du matin comme d'habitude et s'apprête à commencer sa journée quand on le convoque à une réunion top secrète et confidentielle. Tous ceux qui comptent sont présents. Et voilà, l'entreprise fusionne avec la société Philbro, une firme de négoce de matières premières. Et soit vous restez, soit vous partez.
Et finalement, quand Salomon a été vendu, Mike a été licencié. Jusqu'à présent, il a travaillé pour cette entreprise pendant 15 ans, toute sa carrière professionnelle. Il a gravi les échelons, a rapporté d'innombrables fortunes à l'entreprise. Et aussi simplement que ça, il est dehors. L'esprit du temps alors, c'est que vous entrez dans une entreprise et y consacrez toute votre vie. Le destin a d'autres plans pour Bloomberg cependant, et il essaie toujours de comprendre lesquels. Vous voyez, Bloomberg est à la croisée des chemins. Il reçoit 10 millions comme indemnité de départ. Il pourrait prendre sa retraite avec ça, mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas une option. C'est l'un de ces types nerveux qui ne peuvent jamais garder les mains immobiles. Alors, toi, que faire? Eh bien, il pourrait essayer de rejoindre une autre entreprise, mais après s'être fait mettre à la porte, après 15 ans, il n'a pas vraiment envie de retravailler pour quelqu'un d'autre. Puis il a une idée. Avant son licenciement de l'entreprise, Bloomberg s'est retrouvé impliqué dans une guerre de domination avec les autres associés, une guerre qu'il a perdue. En conséquence, il a été évincé des titres et des actions et relégué au système d'information chez Salomon Brothers. Bien que cela ait été pensé comme une punition, cela s'avère être une expérience extrêmement précieuse. Pour la première fois, il commence à interagir avec la technologie et à apprendre comment ces systèmes pouvaient devenir un outil puissant. Pour qu'une entreprise soit prospère, le produit doit résoudre un véritable problème. Bloomberg identifie immédiatement un problème majeur auquel est confronté Wall Street: le manque de données précises et en temps réel. Bloomberg sent pratiquement le potentiel en reconnaissant que Wall Street en est à l'âge de pierre en matière de données. Bloomberg prend son plus grand pari à ce jour et, dans le but de résoudre ce problème, il fonde une entreprise qu'il nomme à son propre nom. L'information est la ressource la plus précieuse que je connaisse. Tu ne trouves pas? L'industrie technologique contrôle désormais la ressource la plus précieuse au monde. De quelle ressource s'agit-il? Les données personnelles. La valeur de données précises et en temps réel est inestimable. Ceux qui les exploitent font des affaires très lucratives. Bloomberg ne fait pas exception. Aujourd'hui, c'est un empire qui vaut environ 100 milliards de dollars, un véritable géant. Il possède sa propre chaîne de télévision, un réseau de radio, un podcast, un journal. Mais le joyau de la couronne, c'est le terminal Bloomberg. Plus de 325 000 des personnes les plus influentes dans le monde utilisent le terminal Bloomberg, dans les affaires, la finance, la politique gouvernementale et la philanthropie. Chaque jour, les clients de Bloomberg effectuent des millions de recherches sur le terminal pour obtenir des informations ou des actualités sur des dirigeants, entreprises et véhicules financiers. Un instrument précis et finement réglé qui vous donne accès à pratiquement toutes les informations financières existantes. Louer un seul de ces terminaux vous coûtera 20 000 $ par an. C'est une histoire et une entreprise incroyable. Avec Google, nos infos sont gratuites, mais pas chez Bloomberg, qui est cher. C'est quelque chose comme un... Bloomberg n'est pas du tout cher. J'y arrive? Valeur ajoutée, merci beaucoup. J'y arrive, non, mais quelque chose comme un... En plus, mes filles doivent manger. Pour les professionnels, il n'y a rien de mieux que ça. Pour les accros d'Excel, un terminal, c'est le summum du style. À gauche, il y a toutes les entreprises qui vendent des pièces à General Motors et à droite, toutes celles qui achètent la production de General Motors. Surtout des voitures. Les principaux indices où l'action General Motors figure. Voici les autres entreprises qui sont en concurrence avec eux. Voici les principaux détenteurs de leurs actions, les analystes qui les suivent, les membres du conseil d'administration et les employés de l'entreprise. Cependant, elle n'a pas toujours connu un tel succès. En 1981, Bloomberg loue un bureau, l'aménage et, confiant dans le succès de son entreprise, il embauche près de 24 employés sous sa responsabilité. Tout cela doit être financé par ces 10 millions et l'entreprise se met au travail. La vision initiale était de fournir de l'information aux gens, et c'est évidemment quelque chose qui nous tient très à cœur chez Google. Et comme vous l'avez dit, alors que nous nous promenions avec nos fondateurs, c'était à l'époque avant Internet. C'était avant Internet et les ordinateurs personnels. Si vous vouliez vous connecter en ligne et partager des données numériquement, en réalité, vous les partagiez de façon analogique parce que les ordinateurs étaient des machines à 300 baux couplées acoustiquement. Vous branchiez le téléphone, vous le posiez, et peut-être qu'après une demi-heure, vous pouviez obtenir quelques pages d'informations. Alors j'ai engagé un ingénieur, un gars de Dartmouth, là où ma petite amie allait, Ron Harris.
Et nous avons conçu notre propre PC et nous avons fabriqué le clavier où une entreprise à Cœur d'Allen dans l'Idaho, je crois, l'a fabriqué. Tous les fabricants de claviers étaient regroupés au même endroit. Nous avons fabriqué les cartes mères, j'aidais parfois à souder, nous achetions les châssis et les moniteurs. Et puis, quand il s'agissait de l'installation, je sortais la nuit ou le week-end et nous rampions sur les bureaux pour installer le câblage. Je suis content que le syndicat local 3 ne nous ait pas attrapés à l'époque, ni les pompiers. Cependant, il commence à devenir nerveux avec le temps qui passe et sa nouvelle entreprise commence à grignoter sa montagne de liquidités. Avec une femme et un nouveau-né, le doute s'installe. En regardant de plus près, la pile d'argent qui lui reste est moins grosse qu'il ne le pensait. Bloomberg commence à sentir la pression. Ils enchaînent prototype sur prototype. Avant même de s'en rendre compte, il a dépensé 4 millions de dollars. S'il n'agit pas vite, Mike retournera faire des burgers chez Wendy's. Dans son désespoir, Michael prend une décision audacieuse. Lors d'une réunion avec Merrill Lynch, dans une tentative de décrocher leur tout premier client potentiel, Michael commence à expliquer la valeur qu'un système Bloomberg pourrait apporter à leur entreprise. Il fait remarquer que même le tout premier terminal serait une révolution pour eux. Une grande table en acajou s'étend devant lui et à l'autre bout est assis Ed Moriarty, le responsable de la division des marchés de capitaux chez Merrill Lynch à l'époque. Alors que Michael vient seul à la réunion, Moriarty arrive avec une armée de costards, d'avocats, de comptables, de programmeurs, tout ce que vous pouvez imaginer. À la fin de la présentation de Bloomberg, Ed consulte son équipe et il suggère qu'ils devraient développer leur propre système. Pourquoi le louer à Bloomberg alors qu'ils pourraient simplement le faire eux-mêmes ? Le cœur de Bloomberg se serre et son estomac se noue. La seule chose à laquelle il peut penser, c'est à quel point ils ont désespérément besoin de cette injection de liquidité. Et il se sent impuissant en voyant les ventes lui échapper. Quel serait le délai de développement ? Ed demande à son équipe. Si vous ne nous donnez rien d'autre à faire, nous commencerons dans 6 mois. Ils répondent. Nous allons le faire. Bloomberg voit son opportunité et saute dessus. Nous l'aurons prêt dans 6 mois et si ça ne vous plaît pas, vous n'aurez pas à le payer. C'est juste. Ed a répondu et sur ce, il s'en va. Lorsque le dernier des costards quitte la salle de réunion, l'esprit de Bloomberg s'emballe. Ils ont enfin décroché un contrat, un flux de trésorerie est désormais assuré. Mais comment diable vont-ils réussir à construire un terminal fonctionnel en 6 mois ? Ils doivent se commencer tout de suite. 6 mois passent en un éclair. On ne peut décrire ces journées que comme des quarts de travail réguliers, chaotiques, de 14 heures à l'atelier Bloomberg. Tout est en jeu. Le prototype a beaucoup progressé, mais même le jour où ils sont censés livrer les terminaux à Merrill Lynch, des bugs logiciels apparaissent encore, le rendant inutilisable. Oui, vous avez bien entendu, le truc ne s'allumait pas. La tête entre les mains, Bloomberg remarque le taxi qui arrive chez Merrill. C'est sans espoir. Le silence remplit la pièce et Bloomberg avale sa salive nerveusement alors que le terminal est branché sur la prise électrique. Et puis un miracle, la machine s'allume, le mot « chargement » s'affiche sur son écran noir, une vague de soulagement envahit Bloomberg. Le bug a été corrigé dans le taxi, le reste appartient à l'histoire. L'accord est un succès retentissant et au fil des années, les profits et la taille de l'entreprise ne cessent de croître. La petite entreprise est devenue un titan aux proportions épiques, élevant son propriétaire au rang de milliardaire extraordinaire. Pourtant, sous la surface de cette histoire de méga succès, un scandale est en train de couver. Pour son 48e anniversaire, Michael Bloomberg reçoit un livret, une collection de toutes les choses qu'il a dites au fil des années, intitulée « L'esprit et la sagesse de Michael Bloomberg », rédigé par Elisabeth de Mars, alors directrice marketing de Bloomberg. Voici quelques-unes de ces citations. Si vous les tenez par leurs boulons, leur cœur et leurs esprits suivront. Ne vous contentez pas de rendre l'appareil, vengez-vous. Nos concurrents veulent nous enlever le pain de la bouche et je ne les laisserai pas faire. Caractérisation des concurrents, camé, coureur de jupons, PD. Tu sais pourquoi les ordinateurs ne remplaceront jamais les humains ? Parce qu'un ordinateur dirait que le sexe de la personne qui te fait une fellation n'a pas d'importance. Plus tard, dans les années 90, 4 employés portent plainte contre l'entreprise pour harcèlement sexuel. Dans leurs affaires judiciaires, elles décrivent que Bloomberg a construit l'entreprise avec une culture de fraternité étudiante
Il a certainement l'expérience pour ça. L'une de ses employées affirme que Bloomberg a dit des choses comme « Je la baiserai en 1 seconde, j'aimerais faire ça, c'est un super morceau de cul et je la ferai. » Bien qu'il n'ait jamais été reconnu coupable devant un tribunal, les procès et son petit livre de citations reviendront le hanter plus tard. Nous sommes en l'an 2000, un nouveau millénaire, de nouveaux espoirs et une nouvelle page dans les livres d'histoire. Encore plus pour Michael que pour la plupart des gens. Il dirige Bloomberg depuis presque 20 ans maintenant. L'entreprise a tellement changé depuis ses débuts modestes pour devenir un géant. La dernière évaluation valorise l'entreprise à 2 milliards de dollars. Elle s'est développée à l'international et les terminaux ont été installés dans toutes les banques d'investissement dignes de ce nom aux États-Unis et au-delà. Michael a accompli tout ce qu'il s'était fixé comme objectif. Il possède une richesse au-delà de ses rêves, du prestige et la reconnaissance de ses pairs. Il possède des avions privés, des hélicoptères et des maisons à Londres, aux Bermudes, à New York et à Armonk. Toujours le milliardaire de la fraternité, les fêtes de Noël de Bloomberg sont un spectacle à voir. Pour l'an 2000, il organise une fête d'une ampleur épique. Le thème, les 7 péchés capitaux. Le coût, 1 500 000 $. Pour citer The Sunday Times, la fête somptueuse à thème a eu lieu dans un immeuble de bureaux désaffecté qui a nécessité 10 jours de rénovation, de réaménagement et de préparation pour l'occasion. Parmi les attractions réparties sur 4 étages, il y avait des salles de massage et de shiatsu, des stands de manucure, un bar à sushi, un cabaret, un casino, des drag queens, une discothèque et des groupes de musique live. Le célèbre playboy milliardaire, qui a un jour décrit sa vie comme un rêve humide, se retrouve ennuyé, terriblement ennuyé. Il ne tient pas en place. En fait, il prépare discrètement sa prochaine conquête et celle-ci est ambitieuse. Conquérir New York, ce n'est pas comme conquérir une autre ville. C'est la plus grande ville des États-Unis, avec une population qui approche maintenant les 9 millions d'habitants. Sur le plan politique, c'est un champ de bataille clé. Rudy Giuliani, l'actuel maire, arrive à la fin de son 2e mandat, et la loi lui interdit d'exercer un 3e mandat en tant que maire. Les prochaines élections annoncent un nouveau maire porteur d'idées neuves. Bloomberg doit vite prendre des décisions difficiles, notamment choisir son parti. Idéologiquement, il a toujours été démocrate. Et New York elle-même est presque toujours une ville démocrate, avec un maire républicain élu environ une fois tous les 25 ans. À l'approche de l'élection de 2001, le poste de maire semble acquis à celui qui remportera l'investiture démocrate. Ironiquement, parce que les démocrates sont si bien placés pour une victoire dans la ville, se présenter en tant que démocrate serait un suicide pour la campagne de Bloomberg. Michael n'a aucune chance de battre tous les candidats qui se présentent du côté démocrate. Alors il se présente en tant que républicain. Salutations de Willy Colon. En ce moment de crise, nous devons unir la ville. Le meilleur candidat pour y parvenir est Mike Bloomberg. Mike Bloomberg lance sa campagne aujourd'hui. Il entre dans la course plutôt tard. Bloomberg fait face à une rude bataille. Et il n'y a rien là-bas. C'est une grosse gaffe à lui tout seul. Ça n'arrivera jamais. Bloomberg a autant de sens que de te choisir pour aller à Broadway jeudi prochain. Bloomberg, aucune chance de gagner. Aucune chance de gagner. Alors que les démocrates présentent une foule de politiciens d'élite, Bloomberg n'affronte qu'un seul rival républicain, Herman Badillo. Il s'est présenté à la mairie de New York lors des 5 derniers cycles électoraux et il a perdu à chaque fois. Ce sera sa 6e tentative pour ce poste. Puis la catastrophe survient. 2 avions détournés par des terroristes islamistes s'écrasent contre les tours du World Trade Center. Des gens du monde entier restent scotchés à leur écran de télévision et à ce jour, ils se souviennent où ils étaient lorsque cela s'est produit. C'est un acte si ignoble, si odieux, si maléfique qu'il paralyse momentanément le monde et il bouleverse aussi la scène politique new-yorkaise. Les votes des primaires sont retardés et les sujets habituels comme la criminalité et le logement sont tous fermement remplacés par la sûreté et la sécurité. Des décombres, un héros improbable émerge. Tous les regards sont désormais tournés vers Rudy Giuliani. Toute la communauté internationale attend et observe pour voir ce que fait le maire sortant. À la surprise de certains, le même maire, qui avait été critiqué pour avoir attisé la haine raciale, se montre à la hauteur de la situation. Grâce à la manière élégante dont il a géré la situation, il est célébré dans le monde entier et Rudy soutient Bloomberg pour le poste de maire.
Et une victoire républicaine, autrefois tournée en dérision, ne semble plus du tout farfelue. Les votes pour le candidat de chaque parti ou les primaires sont repoussés jusqu'au 25 septembre. Et ce même jour, Bloomberg l'emporte sur Badillo, remportant 72% des voix républicaines. Au même moment, Mark Green est couronné candidat officiel des démocrates et affrontera Bloomberg. Ils ont 2 mois avant l'élection finale et la scène est prête pour la guerre. Le favori de la course, Mark Green, semble destiné à gagner. J'admire Michael Bloomberg, je pense qu'il est intelligent, c'est un grand philanthrope. La probabilité qu'il soit ou qu'il doive être le prochain maire de New York est égale à la probabilité que je sois ou que je doive être le prochain président de Microsoft. Les gens le connaissant bien, il a travaillé dans la fonction publique et a bonne réputation. Bloomberg, lui, n'a jamais travaillé dans ce secteur. Personne ne le connaît au-delà de son immense richesse. Sa réputation était quelque peu ternie par des scandales sexuels, ses propos scandaleux et son appartenance à des clubs d'élite entièrement blancs. Pourtant, Bloomberg a encore un atout dans sa manche. Dis bonjour à mon petit ami. Alors que Mark Vert doit compter sur les dons pour financer sa campagne, Bloomberg n'a pas à perdre son temps à courtiser les donateurs. Il n'en a qu'un seul, après tout, lui-même, et il déverse un flot d'argent. Sa campagne a dépensé 73 millions de dollars, battant le record de la plus grande somme dépensée lors d'une élection municipale à New York. Bloomberg promet même de ne prendre qu'1 dollar de salaire s'il est élu maire. Mark Snidely. Bloomberg dépense 5 fois plus que le budget de Mark Green, et cela se voit. Pendant cette brève période, chaque bâtiment, chaque stade, chaque chaîne de télévision affiche « Bloomberg pour maire ». Il envoie même des radios portant son nom aux électeurs potentiels. Enfin, le jour du vote arrive. Au fur et à mesure que les votes sont comptés, le suspense est à son comble. Mais au final, accueillons le futur maire de la plus grande ville. Il gagne, il est réélu en 2005. Même s'il n'avait légalement pas le droit de se présenter pour un 3e mandat, à la suite de la crise financière de 2008, Michael convainc New York qu'ils ont besoin d'un homme d'affaires à la tête de la ville. Il pousse à l'abrogation de la limitation des mandats. Et cela passe. Lorsqu'il se présente à la réélection en 2009, il gagne à nouveau. Dans le monde politique, il est rare qu'une personne réussisse en affaires, puis veuille aussi réussir dans la philanthropie, tout en cherchant à se mettre en avant publiquement. Mais Mike l'a fait. Il s'est présenté comme maire en 2001 et a gagné, prenant ses fonctions peu après le 11 septembre à New York. Et pendant toutes ces périodes difficiles, à New York et dans tout le pays. Et il en est maintenant à son 3e mandat. Et grâce à ce qu'il a fait à New York, il a vraiment eu un impact là-bas. Aujourd'hui, la criminalité a diminué de 35% à New York depuis 2001. Depuis 2005, le taux de diplomation au lycée a augmenté de 40%, tandis que le tabagisme chez les adolescents a chuté de plus de 50%. 725 acres d'espaces verts ont été ajoutés à New York depuis qu'il est là-bas. Et depuis octobre 2009, plus d'emplois dans le secteur privé ont été créés à New York que dans les 10 autres plus grandes villes des États-Unis réunies. Donc, il a fait une différence incroyable dans l'économie de New York et en ce qui concerne la santé de New York et des gens qui y vivent. Leur santé est, je pense, bien meilleure grâce à cela et leur sécurité aussi. Enfin, en 2014, après 12 longues années passées dans la fonction publique, il retourne enfin dans son entreprise en tant que PDG par intérim. Ce sont les derniers instants avant le débat. Bloomberg révise ses arguments pendant qu'on lui fait les dernières retouches de maquillage. 600 millions de dollars dépensés, 12 ans dans la fonction publique, et toute sa vie l'a mené jusqu'à ce moment. Le débat démocrate, celui qui l'emportera ici deviendra le candidat démocrate à la présidence des États-Unis d'Amérique. C'est le moment, pense Bloomberg. S'il gagne ici, il pourra alors affronter son rival Donald Trump. Avant cela, Bloomberg devra se mesurer à 5 autres candidats pour le poste le plus convoité au monde. Le feu vert s'allume et il monte sur scène. C'est le grand moment. Michael Bloomberg s'est éloigné de la politique et des projecteurs depuis quelque temps. Depuis 2013, il est retourné dans son entreprise, assurant sa croissance continue et en même temps, profitant de sa vieillesse, prenant du temps pour les moments de tranquillité,
passant du temps avec sa famille, buvant un chocolat chaud lors d'une journée d'hiver, donnant des discours dans des universités et pilotant un hélicoptère au-dessus de New York. Il s'est également lancé à fond dans la philanthropie. Et il fait partie d'un nombre croissant de personnes extrêmement riches qui prévoient de donner la majeure partie de leur fortune, déclenchant un torrent de philanthropie privée qui a déjà un impact sur le pays. À tel point qu'en 2019, il a été la personne qui a donné le plus d'argent au monde. Cela aurait dû être la fin de l'histoire de Bloomberg. Lorsqu'il quitte ses fonctions de maire de New York, beaucoup spéculent qu'il pourrait utiliser sa nouvelle popularité pour accéder à d'autres postes publics. Peut-être même devenir président. Bloomberg n'y pense jamais sérieusement. Pourtant, 2019 sera l'année où Bloomberg se présente officiellement à la présidence. Pourquoi? 2 mots. Donald Trump. Autrefois, les deux étaient de bons amis, tous deux milliardaires new-yorkais. Et ils partageaient ensuite une vision similaire du monde. J'ai essayé de coucher avec elle, elle était mariée, j'ai vraiment insisté avec elle. En fait, je l'ai emmenée faire du shopping pour des meubles. Elle voulait acheter des meubles. J'ai dit, je vais te montrer où ils ont de beaux meubles. Ils fréquentaient les mêmes événements mondains, se croisaient souvent et s'entendaient de façon amicale. Lorsque Bloomberg était encore maire, ils ont même collaboré pour revitaliser un terrain de golf abandonné dans le Bronx, où ils ont tous les deux eu des propos positifs l'un envers l'autre. Je dois dire que vous avez été un excellent maire. Sérieusement, ce type est fantastique. Donald Trump a transformé cette ville et accompli l'incroyable. Ceci en est une preuve de plus. Merci pour ta confiance aujourd'hui, Donald. Tout cela a changé en 2016, lorsque Trump a décidé de se présenter à la présidence. Aux yeux de Bloomberg, la campagne incendiaire de Trump soutenait tout ce contre quoi il avait passé sa vie à lutter. Rendre les armes à feu plus accessibles, l'avortement, restreindre l'immigration avec son tristement célèbre mur frontalier, et son intention d'inverser les progrès réalisés en matière de changement climatique. Chaque jour, il observe la campagne de Trump et cela pousse Bloomberg à reprendre l'action. À l'approche de l'élection, il apporte tout son soutien à Hillary Clinton, soutient sa candidature à la présidence et critique vivement Trump lors de la convention démocrate. La plupart d'entre nous ne prétendent pas être assez intelligents pour prendre toutes les décisions seuls. Et la plupart d'entre nous, dont le nom figure sur la porte, savent que nous ne valons que par notre parole, mais pas Donald Trump. Au cours de sa carrière, Donald Trump a laissé derrière lui un dossier bien documenté de faillites et de milliers de procès, et des actionnaires en colère, des entrepreneurs qui se sentent floués et des clients désabusés qui ont l'impression d'avoir été arnaqués. Trump dit qu'il veut diriger la nation comme il dirige ses affaires, que Dieu nous aide. Trump riposte. Michael Bloomberg, qui n'a jamais eu le courage de se présenter à la présidence, ne sait rien de moi. J'ai vu un gars se lever, un petit gars qui s'est fait assommer. J'ai dit, je veux le frapper tellement fort, je vais frapper ce gars, je vais le frapper très fort. Tu n'as aucune idée? Tu me disais en coulisses. T'as vraiment eu un appel téléphonique avec Donald Trump? Oui, après qu'il ait été élu et avant qu'il prenne ses fonctions. Il voulait que je sache, il voulait un appel, alors je l'ai appelé. Il était président élu et sans ego, j'ai accepté. Il m'a demandé quoi faire et j'ai répondu « Tu ne connais rien à de nombreux aspects du gouvernement, tu n'y as jamais travaillé auparavant. Ce que tu dois faire, c'est trouver des gens qui ont de l'expérience, essayer de trouver un groupe de personnes plus intelligentes que toi. » Il a alors affirmé qu'il n'y en avait pas. Et puis, il m'a donné son numéro de téléphone portable privé que je n'ai même pas pris la peine de noter. 4 ans plus tard, Bloomberg a dû supporter la présidence de Trump tout en nourrissant une haine envers cet homme. Finalement, il prend les choses en main. Mesdames et messieurs, bienvenue au Late Show. Nous sommes de nouveau en direct ce soir. À la suite du débat démocrate depuis l'Iowa, mon premier invité est un magnate des médias milliardaires qui a servi 3 mandats en tant que maire de New York et qui se présente maintenant pour devenir le candidat démocrate à la présidence. Veuillez accueillir le maire Michael Bloomberg. Arrivé tard dans la course, Bloomberg manque le premier débat démocrate. Cependant, en observant ses adversaires, il se rend compte à quel point la concurrence est rude. Écoutez, je ne pense pas que qui que ce soit devrait pouvoir acheter sa nomination ou devenir président des États-Unis. Mais si vous valez 60 milliards de dollars et pouvez dépenser des centaines de millions en publicité, cela donne un certain avantage.
C'est n'importe quoi. Pourtant, il continue sa campagne. Il dépense 676 millions de dollars pour sa campagne, tout payé de sa poche, et bat le record du plus d'argent jamais dépensé lors d'une primaire présidentielle. Ses publicités inondent le pays. Il reçoit même le soutien de nombreuses personnalités notables, même de la juge Judy, à l'approche des débats. Il est en bonne position. L'ancien maire de New York s'est qualifié après qu'un nouveau sondage l'a placé deuxième, juste derrière le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Enfin, le jour de son premier débat démocrate arrive. Un succès ici est crucial. En montant sur scène, il est confiant et prêt, mais il ne se doute pas qu'il est conduit droit dans une embuscade sanglante. Les démocrates prennent un énorme risque si nous remplaçons simplement un milliardaire arrogant par un autre. Pour battre Donald Trump, nous aurons besoin de la plus grande participation électorale de l'histoire des États-Unis. Monsieur Bloomberg avait à New York des politiques de contrôle et fouille qui ciblaient de manière scandaleuse les Afro-Américains et les Latinos. Ce n'est pas comme ça que vous allez augmenter la participation électorale. La vérité, c'est qu'il n'a pas très bien géré sa ville quand il y était. Il n'a pas accompli grand-chose. Il a instauré la politique du stop and frisk, mettant près de 5 millions de jeunes hommes noirs contre un mur. Après un débat désastreux, la position solide de Bloomberg dans les sondages préliminaires s'effondre complètement. Et après des résultats de vote décevants, il se retire de la course et apporte son soutien à Biden qui finit par battre Trump à la présidence. Après une vie de triomphe, Bloomberg a finalement rencontré une montagne qu'il n'a pas pu gravir. Pour certains, Michael Bloomberg est un monstre représentant la face sombre de Wall Street. L'homme qui a acheté sa place dans la fonction publique et a abusé de son pouvoir dans les affaires et au gouvernement. Pour d'autres, c'est un homme discret dans ses années crépusculaires, un politicien proche du peuple, un philanthrope apprécié et une force pour le bien. Peu importe de quel côté vous vous situez, son héritage controversé perdurera, tout comme son empire.